Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario, comment vas-tu? Ça va très bien. C'est un enjeu des dernières années. C'est tous ces enjeux de fact-checking, donc les vérifications des faits. Parce que, bon, évidemment, quand tu dis vérification des faits, il faut que tu t'entendes sur quels sont les faits et qui vérifie et selon quels critères vérifie-t-il. Puis il y a des faits facilement vérifiables, puis il y a des affaires où on glisse dans dire « Oups, ça c'est de l'interprétation ou de l'opinion ». Et donc, Meta s'en retire. Oui, et je savais que ça serait un sujet qui te plairait parce qu'on a déjà eu des discussions sur le concept du fact-checking. Est-ce que c'est quelque chose qui est objectivement fait? Est-ce qu'on peut programmer le type de fact-checking qu'on fait? Est-ce qu'on peut orienter le débat politique? C'est au cœur de ça et ça nous ramène aux enjeux de censure. Meta, hier, par la voix de son patron et principal actionnaire, Mark Zuckerberg, faisait une annonce très importante. Et la nouvelle, je pense que c'est la plus importante nouvelle de la journée d'hier, par-delà les déclarations un peu erratiques de Donald Trump en point de presse, par-delà la mort de Jean-Marie Le Pen dont on pourra parler et les célébrations du 10e anniversaire de Je suis Charlie ici en France. C'est un changement paradigmatique, pardonne l'expression, très important et qui annonce des choses qui n'ont pas été dites dans les manchettes liées à cette nouvelle. Parce que qu'est-ce qu'on a retenu? Et tu as raison, c'est que Meta a choisi de mettre la pédale douce sur le fact-checking. Mark Zuckerberg explique que depuis 2016, les grands réseaux sociaux ont été sous pression de la part des gouvernements, mais aussi des médias traditionnels pour mieux filtrer, créer du contexte et s'il le faut censurer, parce que c'est un mot qu'il a à répétition employé dans le message qu'il a posté hier. Je ne sais pas si tu l'as écouté, c'est court, 5 minutes 17 secondes, où il donne les grands éléments de ce qui ressemble à une espèce d'aplaventrisme devant Donald Trump. Donc, c'est comme si le chef d'entreprise, après avoir fait entrer, il faut le dire, aussi à son conseil d'administration, Dana White, le patron de l'UFC, qui est un proche de Donald Trump, tous les signaux donnent à penser que c'est ça, s'il n'est pas à plat ventre, il est à genoux en train de faire quelque chose que je ne décrirai pas à Donald Trump et il se serait rallié au vainqueur, aujourd'hui incontournable, et ça serait, dans le fond, de l'opportunisme qui l'anime. C'est tout à fait possible. C'est un homme d'affaires puissant et riche qui a des intérêts à protéger. Mais il faut voir que la conversion sur ce qu'il a annoncé hier a commencé bien avant l'élection de M. Trump. Il s'était en partie excusé des pratiques de Meta en février dernier devant le Congrès, devant le représentant Jim Jordan qui faisait enquête sur ce qui s'est passé, entre autres, pendant la pandémie. S'était excusé sur des égarements de sa plateforme qui avait effectivement usé de censure et avait fait un premier mea culpa. Alors là, évidemment, c'est l'espèce d'épouvantail éternel qui anime beaucoup les gens qui aiment la conspiration quand on revient à l'ordinateur de Hunter Biden. Mais il reste que c'est une histoire, une vraie histoire et qui est substantielle. Et dans ce cas-là, M. Zuckerberg, il y a déjà quelques années, avait dit on s'est un peu fait rouler dans la farine par les autorités, le FBI en particulier, qui étaient venus nous mettre en garde à l'époque de l'histoire de l'ordinateur de Hunter Biden. Pendant la campagne de 2020, je le rappelle, en octobre, on avait été mis en garde en nous disant il y a une opération d'intoxication russe. Il faut vous méfier. Ce qui fait qu'ils avaient appliqué des tamis, ils avaient filtré l'information, ils avaient peut-être censuré certaines informations. C'est encore une fois un mot que lui choisit d'employer. Alors que le FBI, au moment où il prévient les grands réseaux sociaux, a en sa possession l'ordinateur. Ils savent que c'est pas un code d'intoxication russe. Ils savent qu'il y a du contenu à être jugé sur cet ordinateur, mais qui peut forcer des questions. Et Zuckerberg dit, on a fait une erreur. On a accepté de laisser guider notre politique éditoriale par des autorités qui, dans ce cas-ci, je ne sais pas si le bon mot est malveillant, mais nous ont, en tout cas, forcé à faire un choix qui n'était pas dans le meilleur intérêt de l'information. Donc, cette conversion de Zuckerberg a commencé il y a déjà un certain temps. Et
Mais en même temps, à l'inverse, est-ce que ça devient le free-for-all des fausses nouvelles? Parce que, je veux dire, c'est aussi un festival de fausses nouvelles, les réseaux sociaux, puis fausses, de choses qui sont jamais arrivées, de choses qui ont jamais été dites, qui ont jamais été faites. Et là, avec l'intelligence artificielle, tu vas pouvoir en fabriquer. Donc, est-ce qu'on rentre dans l'univers de la fabrication de fausses nouvelles et leur diffusion sans contrainte? Je te renvoie à ton souhait sur la question du fact-checking. Est-ce qu'on peut avoir une chose et l'autre en même temps? Est-ce qu'on peut donner à des gens le soin de décider de ce qu'est la vérité et ne pas laisser passer des fausses nouvelles? C'est éventuellement un arbitrage qu'a choisi de faire autrement Zuckerberg et Meta en disant il y aura les gens de la communauté, de nos communautés, c'est un peu le modèle de X, comme par hasard, de Elon Musk qui emmène large en ce moment, et quand on verra du contenu qui peut être problématique, les communautés auront pour responsabilité d'ajouter des commentaires en disant faites gaffe, faites attention. Mais je te disais, la nouvelle du jour, elle n'est pas sur... Alors, c'est très important, d'autant que politiquement, il fait un geste très symbolique. Il dit on va déplacer les gens qui vont s'occuper de ces enjeux-là de la Californie au Texas. Un peu ce que fait Elon Musk quand il a décidé d'envoyer promener la Californie où il produisait des Tesla et qui a construit sa super usine, plus grosse que le Pentagone, au Texas, en 2 ans d'un temps record, mais c'était aussi une manière très symbolique, encore une fois, de faire un doigt d'honneur à la Californie et à toutes ses contraintes administratives et politiques. Donc, c'est quoi le lead hier? C'est qu'à la toute fin, quand il a présenté ses intentions de changer la donne, il dit 2 choses. Il dit depuis 4 ans, on a eu beaucoup de difficultés parce qu'il y a eu, c'est pas le mot qu'il emploie, il dit pas ingérence, mais le gouvernement ou des agences du gouvernement sont intervenus très fortement pour que nous favorisions sur certains sujets la censure. Il dit l'élection de M. Trump est un point de bascule et nous allons nous retrouver dans un monde où les États-Unis, peut-être, seront il faut voir que c'est une économie de création. Les grands réseaux, c'est pas un hasard s'ils ont été inventés aux États-Unis et où la liberté d'expression est définie radicalement différemment de ce qui se pratique ailleurs dans le monde et particulièrement en France, d'où je te parle aujourd'hui. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a une guerre qui va s'ouvrir, qui est en train de se mettre en place entre les autorités européennes, anglaises, que je distingue, sud-américaines, le Brésil, et les États-Unis sur la question de la liberté d'expression en ligne sur les grands réseaux. C'est la nouvelle. Il y a quelque chose qui va se passer, qui est déjà en train de se passer et qui risque d'opposer les États-Unis, M. Trump, et qui, on l'a vu, roule les mécaniques sur d'autres enjeux. On pourra en parler, de frontières, le Canada. Je te sens impatient d'y arriver parce que c'est vrai que ça retient beaucoup l'attention. Mais faisons un pari, toi et moi. La question de la censure et de la guerre que les États-Unis vont aujourd'hui livrer sur ce qui est acceptable de dire ou pas dire, avec le reste du monde, ne fait que commencer. Ouais, tu viens d'y référer, parce qu'hier, tout a commencé avec une boutade. Puis tu sais, dans un souper, là, puis en plus, il y a du vin au souper, il se dit toutes sortes de choses, puis c'est peut-être drôle, puis on peut taquiner. Et l'histoire du 51e État, c'était de ça, là. Tu sais, puis quand je mets du vin, il en prend pas M. Trump, ça peut pas être ça, mais tu comprends, je parle de l'atmosphère d'un souper où tu peux taquiner tout le monde. Bon, mais tu peux taquiner le premier ministre du Canada en disant hey, vous seriez bien un 51e État. Puis, moi, je l'avais vu comme ça. Mais là, voilà que ça revient. Et hier, dans une conférence de presse, Trump dit pour Panama, le canal de Panama et le Groenland, on n'exclut pas les armes, au besoin. Pour le Canada, on l'exclut. Mais on va utiliser la force économique. Comment interpréter ça? Moi qui ai toujours dit que je comprenais le MAGA, j'ai été un peu hier déboussolé pendant quelques instants parce que c'est effectivement un niveau de rhétorique qu'on n'aurait pas imaginé, d'autant plus surprenant que voilà un président dans sa première administration et pendant qu'il a fait campagne, s'est vanté, et ça participe, je pense, des éléments positifs auprès de ses électeurs, de ne jamais avoir voulu déclarer la guerre ou livrer la guerre, ce n'est pas un fauteur de guerre, et qui, entre les lignes, dit au Danemark et au Panama, si vous ne nous écoutez pas, peut-être qu'on pourrait davantage que rouler les mécaniques, qu'on pourrait déployer notre armée. Enfin, il ne le dit pas aussi clairement. C'est ce qu'on doit lire entre les lignes. Il ne l'exclut pas, mettons. Il ne l'exclut pas. Alors, c'est 3 cas de figure très différents.
tu as raison. Je pense qu'au départ, pour le Canada, c'était un gag, ça a marché, il s'est trouvé smart. Et c'est comme si un petit baobab avait germé entre ses deux oreilles ou son oreille et demie qui lui reste. La petite graine plantée, il a dû rire seul dans son lit le soir même en se disant « Oh, Justin, puis c'est trop bon pour pas pousser plus loin cette histoire. » Trop bonbon et pousser la logique, c'est-à-dire... il y a des Canadiens qui voudraient être Américains. Il y a des Canadiens qui voudraient make Canada great again. Il y a des Canadiens qui probablement pensent comme nous. Et c'est vrai que le Canada a un free ride. Historiquement, c'est quoi le Canada? Historiquement, si on remonte à très loin, c'est des royalistes qui n'ont pas accepté le projet révolutionnaire, des citoyens britanniques qui sont réfugiés au Canada, qui ont créé leur petit bout de pays qui est quand même le deuxième plus grand en superficie dans le monde. Puis c'est des Québécois qui, d'une certaine manière, ont défini un peu le Canada parce qu'on était quelque chose de différent, on était biculturel, on ne l'est plus aujourd'hui dans ce monde post-national de M. Trudeau, mais il mettait le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire, c'est quoi le Canada? J'ai toujours pensé que le Canada, c'était d'abord et avant tout l'assurance maladie, le fait qu'on s'était ensemble... on avait convenu ensemble de ce que la santé était sacrée, n'était pas marchandisable. Ça fonctionne même plus très bien aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui reste du Canada? Je pense qu'il a senti une vulnérabilité et c'est le début d'une posture de négociation. Parce que qu'est-ce qu'il a dit hier? Le Canada, on les protège gratis. On s'occupe avec nos brise-glaces de faire en sorte que dans l'Arctique, que ça soit policé. Nos avions protègent l'espace aérien. Nos dépenses militaires. Moi, derrière ça, parce que je ne pense pas qu'il y ait un projet politique, sinon s'il fallait qu'une majorité ou un début de majorité au Canada se dise « Hey, oui, les États-Unis, ça serait une super bonne idée. » Je pense que Trump écouterait, serait très attentif et ferait de l'agitation parce que, pourquoi pas, ça serait depuis l'achat de la Louisiane à bas prix, la meilleure acquisition des États-Unis. Je ne sais pas à quel prix, mais ça serait une meilleure... Et peut-être pour rien. S'il fallait, imagine, dans un scénario politique fiction, qu'on choisisse de voter. Je fais de la politique fiction. L'annexion. Voter l'annexion en référendum au Canada. Exactement. Ça serait, pour le président Trump, tu imagines l'espèce de couronnement. Je les ai eus pour gratis. Mais là, hier, même Pierre Poilievre a dû mettre le pied à terre. Là, parce que d'abord, Pierre Poilievre a l'air d'un allié un peu de M. Trump, mais là, il ne pouvait pas laisser passer. Là. Mais là, il est complètement dépassé sur sa droite. Il n'y avait absolument aucune marge politique pour M. Poilievre. Mais je reviens à la négociation, parce que Trump, c'est toujours un peu ce qu'il fait, même si je ne suis pas capable de dire c'est quoi l'objectif final. C'est peut-être de dire, on va vous crisser patience, pardonne-moi l'expression, si vous payez davantage pour votre défense, puis entre autres, ce serait d'acheter plus d'équipements militaires américains. Et lui pourrait se péter la bretelle en disant, regardez, le Canada, enfin, ils font leur part, ils achètent plus d'avions, plus de F-35, plus de ci, plus de ça, des brise-glaces made in US. Grâce à moi. La question du Groenland est intéressante parce qu'il y a déjà eu une offre d'achat en 2019 refusée, mais au-delà de tout, c'est, disons, pour faire simple, une province avec son premier ministre assez indépendante, l'île du Groenland, autonome, avec de vrais enjeux. Le Danemark a donné officiellement cette espèce de statut d'autonomie au Groenland. Tout à fait. Mais c'est pas beaucoup de monde, le Groenland. Sont quoi? Sont 100 000, 200 000? Ça, même c'est pas. Minuscule en population, mais majuscule en termes de territoire. Oui, et de ressources peut-être en dessous de tout ça, là, hein? Et le premier ressources, puis c'est une situation géographique, évidemment, pour contrôler l'Arctique. C'est pas un hasard. Ils sont 55 000. C'est moins que l'Islande. Donc, c'est un gros quartier de Montréal, mais c'est, je pense, quelque chose comme 2 millions de kilomètres carrés. C'est un sacré territoire à un bon endroit aujourd'hui, alors que le passage dans l'Arctique est de plus en plus facile. Et c'est une région où le premier ministre, dans ses vœux de la nouvelle année, a dit peut-être qu'on devrait devenir indépendant. Évidemment, ils ont besoin du Danemark qui donne de généreux subsides à ses 57 000 habitants pour faire en sorte qu'ils puissent, sur leur île, y arriver. C'est quoi le pari de Trump? Peut-être qu'on pourrait prendre le relais du Danemark puis leur offrir un meilleur deal. On pourrait leur dire, écoutez, devenez indépendant, puis vous pourriez peut-être, je ne sais pas, mais imaginons un statut comme Porto Rico. Porto Rico n'est pas un État américain, mais on pourrait offrir les mêmes avantages et inconvénients au Groenland en disant, écoutez, ils vous donnent quelques centaines de milliers d'euros par année pour subvenir à vos besoins. Je vous en donne le double, je vous en donne le triple. Hey, quel bon deal! Et on aura peut-être un droit préférentiel sur les ressources qui se trouvent là-bas et peut-être que nous pourrons parquer davantage d'avions et faire en sorte que nos bateaux soient les bienvenus de façon plus systématique. Alors, il y a peut-être derrière tout ça un plan de match qui se dessine. Puis je dirais que sur Panama, c'est exactement la même affaire. Qu'est-ce qui intéresse Trump? C'est le coût qui est chargé aux vaisseaux américains qui empruntent le canal de Panama. Comment faire en sorte
que ça coûte moins cher pour les bateaux de transport américains et que lui puisse en prendre le crédit en disant j'ai participé à réduire le coût de transport, donc le coût final pour les consommateurs américains. Et en disant, si vous m'écoutez pas, si vous n'êtes pas super sympathique, ben je pourrais trouver d'autres moyens. C'est de faire pression, comme il a fait pression sur le Canada et le Mexique, qui ont, avec une seule déclaration, accepté de dépenser des milliards de dollars pour mieux rendre étanches leurs deux frontières. Ça a marché avec le Canada, ça a marché avec le Mexique. Pourquoi ça ne marcherait pas avec Panama? Je pense que c'est la même logique qui est opérante. Stéphane, merci beaucoup. Bye bye, à demain. Ça nous a fait plaisir, Mario. Bye.